Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du procès le 27 avril de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, assimile ce procès à un règlement de compte politique. En Zambie, l'opposant Hakainde Hichilema est en détention pour haute trahison depuis le 11 avril. Ses avocats demandent la levée des charges qui pèsent contre lui. Concertation autour du domaine foncier au Togo. Un forum national de 4 jours s'est tenu à Lomé pour réfléchir à des réformes urgentes en vue d'assainir ce secteur en proie à l'insécurité. Mais tout d'abord, au Cameroun, les régions anglophones ont de nouveau accès à Internet. Le président Paul Biya a ordonné ce jeudi 20 avril le rétablissement de la connexion Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ces deux régions étaient privées de connexion Internet depuis le 17 janvier suite au mouvement de contestation entamé en novembre 2016 pour réclamer une plus grande autonomie. Au Burkina Faso, le procès de l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, et des membres de son dernier gouvernement doit s'ouvrir devant la justice burkinabé le 27 avril. Tous sont jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a fait 33 victimes. Le parti de l'ex-chef de l'État, le Congrès pour la démocratie et le progrès, s'insurge contre ce procès à charge, selon lui. Ibrahima Djoumaba. Annoncé pour le 27 avril 2017, le procès de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et de plusieurs ministres de son dernier gouvernement suscite déjà la polémique. Son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a publié un communiqué mercredi 19 avril pour dénoncer un règlement de compte politique. Ils sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'est une violation manifeste de l'état de droit, au triple plan de leur recevabilité, de la nature des faits reprochés aux personnes inculpées et de l'instrumentalisation de nos institutions à des fins de règlement de comptes politiques. Les membres du gouvernement du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, y compris l'ancien président Blaise Compaoré, qui était aussi ministre de la Défense, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Je rappelle qu'il y a eu une commission qui a été mise en place sur les événements du 30 et 31 octobre, qui a rendu un rapport, et le rapport indique certaines personnes. Donc, l'idée de justice, y compris du point de vue des familles, c'est de savoir la vérité sur ce qui s'est passé, et non pas de faire des condamnations qui pourraient contenter tel ou tel bord politique. La justice burkinabé reproche à Blaise Compaoré et ses anciens collaborateurs leur participation au Conseil des ministres extraordinaire du 29 octobre 2014, faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes contre les manifestants de la Révolution. Parmi les 34 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, 2 anciens ministres ont bénéficié d'un non-lieu et les autres ministres ont été inculpés mais bénéficient d'une liberté provisoire avec interdiction de quitter le pays. Ils risquent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables. Également dans l'actualité, une alliance se dessine au Zimbabwe. L'ex-vice-présidente du pays, Joyce Mujuru, et le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, ont annoncé ce jeudi 20 avril leur ralliement commun pour les prochaines élections générales de 2018. Sans plus de détails sur l'accord électoral, les deux figures de l'opposition ont dit vouloir former une grande coalition électorale avec des petits partis politiques pour faire face aux partis au pouvoir, la ZANU-PF. Rappelons que Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1987, sera candidat à sa propre succession en 2018. En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, est incarcéré depuis le 11 avril pour haute trahison. Il devrait rester en détention au moins jusqu'au 26 avril, selon les déclarations faites ce jeudi 20 avril par le juge du tribunal de Lusaka. Ses avocats ont demandé la levée des charges qui pèsent contre lui. Oumou Kalsumba.
Les avocats du chef de l'opposition zambienne, Hichilema Aikende, ont introduit un recours. Ils demandent à la justice d'abandonner les accusations de trahison qui pèsent sur leur client arrêté le 11 avril pour avoir tenté de bloquer le convoi du chef de l'État, Edouard Lungu. Ils avancent que l'arrestation du leader du parti UPND, Uni pour le développement national, a des dessous politiques. En Zambie, le crime de trahison est passible d'une peine allant de 15 ans de prison à la peine capitale. L'arrestation de Hichilema Aikende est une atteinte à la démocratie. Notre client est accusé de trahison, un crime passible de la peine de mort. Nous demandons au tribunal de revenir sur cette sentence que l'on juge trop sévère. Ce n'est pas la première fois qu'Hichilema Aikende a maille à partir avec la justice zambienne. En octobre 2016, il avait passé une nuit en détention. Il était accusé d'incitation à l'insurrection et rassemblement interdit. Les experts estiment que l'arrestation du chef de file de l'opposition zambienne va davantage rendre la situation sociopolitique du pays tendue. Tout est parti des élections générales de 2016. Depuis 2015, le climat politique du pays est très tendu. Cela risque de dégénérer si l'on sait que les partisans de Hichilema Aikende menacent de manifester jusqu'à la libération de leur leader. Le pouvoir doit appeler au calme et gérer cette affaire en toute équité. Rappelons qu'Hichilema Aikende refuse toujours de reconnaître sa défaite lors de l'élection présidentielle. Il avait contesté les résultats et a déposé des recours. Une attitude qui expliquerait, selon l'opposition, son arrestation. Au Togo, les autorités ont décidé de se pencher sur la législation dans le domaine foncier. Un forum national sur les questions foncières se tient du 18 au 22 avril pour réfléchir à des réformes urgentes afin de doter le pays d'un code foncier et domanial. C'est un sujet de Deogracias Podo. Le gouvernement togolais mise sur une approche participative pour élaborer un nouveau code foncier adapté aux réalités actuelles. Du 18 au 22 avril 2017 se tient donc à Lomé le premier forum national sur le foncier, au cours duquel environ 250 participants devront s'inspirer des expériences d'autres pays africains en matière de sécurisation du processus d'attribution des titres fonciers, le cadre juridique et institutionnel de la gestion foncière, les modes d'accès à la propriété, la gestion des litiges et le marché hypothécaire sont entre autres les thèmes inscrits à l'agenda de ce forum. Face à la pression démographique de plus en plus forte et les besoins fonciers liés à une telle dynamique, il nous faut opérer des réformes urgentes et courageuses afin de finir avec la précarité des droits qui engendre l'insécurité foncière et constitue une contrainte majeure à la croissance économique. Selon une étude de la Banque africaine de développement publiée en 2016, l'actuelle législation foncière et le système de gestion foncière au Togo, qui date de 1974, sont un frein au développement économique du pays. Plusieurs innovations sont annoncées dans la future législation, notamment la clarification des démarches pour le titre de propriété, la création d'un guichet unique informatisé pour le foncier et le développement des juridictions spécialisées sur l'ensemble du territoire. Durant ces dernières années, plusieurs pays en Afrique et ailleurs ont entrepris des initiatives majeures de réforme foncière. Nous sommes en train d'élaborer un nouveau code foncier domanial pour le Togo. La rédaction, le document est déjà rédigé. Les dernières confrontations des idées, c'est ça que nous sommes en train de faire. Le résultat, c'est que nous aurons un outil de gestion, un nouvel outil de gestion de notre foncier. L'actuel code foncier au Togo est une juxtaposition des droits fonciers modernes et coutumiers, mais la complexité et les difficultés de son application sont souvent source de tensions. Au Togo, 80% des litiges soumis à la justice sont d'ordre foncier, avec la récurrence des phénomènes de multiples ventes de terrain, d'occupation anarchique des réserves administratives ou encore d'expropriation sans dédommagement. Faut-il en finir avec le franc CFA qui date de 1945 dans les zones de la CEMAC et de l'UEMOA? Une question récurrente posée par plusieurs économistes et responsables politiques. Certains critiques considèrent que la parité du franc CFA avec l'euro entrave le développement des pays africains. Djaranjai. Les critiques se multiplient contre le franc CFA, la monnaie de la CEMAC et de l'UEMOA. Deux règles centrales régissent cette union monétaire. D'abord la stabilité du taux de change entre le franc CFA et l'euro. Ensuite la garantie par la Banque de France de la convertibilité illimitée du franc CFA. Aujourd'hui, la principale critique formulée par les détracteurs peut être résumée en une question. Le système monétaire utilisé par des pays membres est-il pertinent à l'heure où tous les États de la zone sont engagés dans des programmes d'émergence? Certaines critiques
considère en effet que la force du franc CFA nuit à la compétitivité de ces pays africains. C'est en tout cas le point de vue partagé par Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, qui s'est exprimé à ce sujet le 6 avril en République du Congo lors de la 2e édition des entretiens de Brazzaville. L'avenir idéal pour notre zone serait que nous ayons notre monnaie. Et notre monnaie gérée de manière souveraine par nos États. C'est une sortie collective et maintenir une monnaie entre les pays, mais que cette monnaie soit gérée de manière souveraine et ne soit plus connectée, tractée, comme c'est le cas aujourd'hui du franc CFA. Les pays de la zone franc occupent les dernières places du classement des Nations Unies sur le développement humain. S'il n'est pas question d'attribuer les contre-performances de ces pays à la seule politique monétaire, pour certains, les difficultés que rencontrent les pays de la zone ne sont pas liées à la monnaie. L'ancien ministre sénégalais Djibril Ngom, qui n'est pas pour l'abandon du franc CFA, explique en ce sens la nécessité de distinguer le développement économique du développement de la monnaie. Je ne suis pas de ceux qui sont pour le franc CFA parce que je suis attaché à la France. Non, pas du tout. Je suis pour le maintien d'un système, mais un système qu'il faut amender parce que tout simplement nous sommes dans une problématique de gestion satisfaisante et non optimale. Garantie de stabilité martèlent les uns, frein au développement des pays africains profitant surtout à la France, rétorquent les autres. La question du franc CFA divise. Pas une année ne se passe sans que la monnaie commune à 14 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ne ressurgisse dans le débat. Les pays africains doivent-ils abandonner le franc CFA? La réponse à cette question reste en suspens. Les règles, elles, restent pour l'heure inchangées. Depuis 1945, ces États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change dans un compte d'opération auprès du Trésor français. En contrepartie, celui-ci garantit la convertibilité illimitée, la fixité des parités et la libre transférabilité du franc CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.